Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue. C'est Quelle comédie, le podcast qui, chaque semaine, éclaire l'une des nombreuses productions de la Comédie Française. Aujourd'hui, nous allons retrouver un conte bien connu, Pinocchio. Et du même coup, en découvrir la lecture contemporaine qu'en fait Sophie Briquer pour le Studio Théâtre. Du 22 mai au 29 juin, en effet, Sophie Briquer nous propose une adaptation du conte de Carlo Collodi sous le titre Pinocchio créature, un spectacle pour enfants, mais pas que, un parcours initiatique qui va d'émerveillement en infortune, traversant bien des mésaventures, le désir de liberté plus que jamais chevillé au pantin. Lorsque Sophie Briquer, philosophe, professeure notamment au sein de l'Académie de la Comédie Française, assistante de grands metteurs en scène comme Fred Wiseman ou tout récemment à l'Opéra comme au théâtre Thiago Rodriguez, cofonde en 2013 le collectif 302, elle écrit et met en scène On va pas jouer Médée. Plus de 10 ans plus tard, à l'occasion de sa première adaptation et mise en scène pour la troupe du Français, nous dit-elle on va pas jouer Pinocchio. Bonjour Sophie Briquer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là, de venir partager cette création avec nos auditeurs. Vous êtes venue accompagnée de Pinocchio. Bonjour Claïna Clamaron. Bonjour. Et joie de vous entendre nous raconter comment vous travaillez en ce moment même à donner corps, esprit à cette impertinente, à cette insolente créature. On va commencer par le commencement. Il était une fois. Quel mobile, au sens propre et figuré, chère Sophie Briquer, vous ont inspiré ce Pinocchio créature? J'ai découvert Pinocchio comme la plupart d'entre nous, je pense, par le Disney, par la version Disney qui a été proposée. Il y a cette lecture qu'on fait à l'enfance, on est un peu effrayé par ce petit garçon qui va de bêtise en bêtise et de mésaventure en mésaventure et avec toutes les terreurs que ça comprend, le nez qui s'allonge, l'histoire de la baleine à la fin, tous ces méchants qui sont sur son chemin. Et en fait, c'est une toute autre approche là qui m'a donné l'envie d'aller de l'emmener aussi au théâtre. C'est une lecture plus adulte du conte de Collodi que j'ai faite bien plus tard, il y a 4-5 ans, et que j'ai faite à un moment où moi j'avais un désir très fort d'enfant, un désir qui a été contrarié parce que ça a mis... J'ai aujourd'hui un bébé, mais ça a mis beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps, et en fait, je pensais que c'était pas du tout possible. Et pour l'anecdote, et parce que c'est assez joli, je sais pas si je te l'avais dit, mais en fait, au moment où Éric Ruff m'a proposé de faire le projet, c'est un moment où justement, on pensait vraiment qu'il y aurait pas d'enfants. Et quelques semaines plus tard, on a appris qu'un miracle était survenu. Et c'était assez joli parce que j'avais proposé à Eric, j'avais soumis plusieurs projets, mais j'avais fait cette proposition de travailler sur Pinocchio parce que justement, je sentais qu'à titre très personnel, j'avais besoin aussi d'aller au bout de cette expérimentation du désir inassouvi d'enfant, et que je trouvais très beau de l'exprimer à travers une voix masculine qui était celle de Geppetto. Donc ça a été le point de départ. Et donc, je ne savais pas du tout que le miracle aboutirait aussi dans ma vie personnelle après. Mais ce miracle, c'est celui du miracle de la créature à laquelle donne naissance Geppetto, et que je trouvais absolument formidable. Enfin, très belle en fait, du point de vue de la sensibilité artistique. C'est aussi une façon de dire on peut créer autrement. Et c'est quelque chose évidemment qui parle, je pense, à tous les artistes. Mais je trouve que c'est important aussi de se dire que dans la vie, il y a énormément d'objets de création, et que effectivement, ça peut s'exprimer sur un plateau, ça peut s'exprimer sous une forme artistique, mais qu'en fait, quand on est gourmand de la vie, quand on est curieux des choses, quand on a envie de croquer à tout, c'est aussi beaucoup ce que fait Pinocchio, et il y a dans son insolence beaucoup de cette gourmandise de vie, et c'est ça que j'avais envie de communiquer et de partager avec le public. Donc le mobile de départ, c'est vraiment cette envie de dire il y a un grand désir de vie qui peut s'exprimer sous plein de formes différentes. Chez Geppetto, c'est ce désir d'enfant qui devient finalement une créature, c'est aussi vraiment apprendre la parentalité avec lui, et chez Pinocchio, c'est ce désir de sortir de sa matière
matière première, de se faire propre, de devenir lui-même par lui-même. Moi, j'adorais que ce soit justement aussi une femme qui l'incarne pour s'affranchir justement du genre aussi dans lequel on peut coller tout de suite les images. Mais bon, je vais peut-être un peu trop... non, mais quand on me lance, du coup, oui, mais vous avez bien raison. Voilà. Et puis c'était ça le mobile de départ. C'est merveilleux d'avoir cette concordance des temps aussi, personnel et professionnel. Et puis, j'imagine qu'avec ce que vous nous racontez, c'est un projet qui a dû beaucoup évoluer parce qu'on n'a pas tout à fait le même regard quand on a la vie en soi et quand on pense qu'on ne l'aura jamais. Ouais, donc, j'imagine tout que à fait. Ça aussi, ça ouais, a apporté... Et même, c'est ce que je leur dis souvent. Moi, donc, aujourd'hui, ma fille Norma a 16 mois et en fait, j'apprends beaucoup. Enfin, j'ai écrit le texte aussi en moi-même, m'interrogeant sur qu'est-ce que c'est qu'être maman, mais en m'interrogeant d'un point de vue très pratique puisque j'y étais confrontée. Et puis souvent en répétition, c'est vrai que ça m'arrive de dire là j'ai observé ça chez Norma et moi-même je ne sais pas en fait, parce que avec Pinocchio je leur dis beaucoup, c'est aussi cette recherche d'autonomie, faire confiance à son enfant. Et moi-même parfois je me dis mais est-ce que je la laisse se casser la gueule et apprendre par elle-même que oui c'est ça, un chemin d'embûche et ok, faut accepter aussi donc tout ça effectivement s'expérimente beaucoup aussi à travers le côté très pratique. Et alors, Kleina, qu'est-ce que ça fait d'être un Pinocchio, d'être dans l'imaginaire collectif un pantin D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait sexué, petit garçon, ce pantin Mais bon, c'est vrai. Et vous n'êtes pas en bois. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce qu'il y avait aussi, un petit peu comme Sophie, une Madeleine d'enfant, de souvenirs de Pinocchio, qu'on vous ait lu l'histoire, que vous ayez vu le dessin animé, ou peut-être lu ce conte aussi de Collodi ? Moi, j'avais un souvenir, mais vraiment de Disney. Je me rappelais même pas vraiment de tous les détails de l'histoire. C'était pas forcément quelque chose qui m'avait personnellement touchée à l'époque parce que j'aimais bien les films où il y avait des filles aussi, et à l'époque il n'y en avait pas quoi dedans. Et ce qui était chouette là, Sophie elle est venue me voir, elle m'a dit c'est ça que je veux pour Pinocchio. Je fais oh oui d'accord, trop bien. Et après j'ai commencé à regarder un peu de partout, essayer de puiser un peu de partout dans tout. Et ce qui est trop bien là, c'est que on raconte beaucoup l'histoire de la filiation, et moi je sais que ça me touche beaucoup parce que j'ai été adoptée, donc la question de qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on projette dans les enfants, tout ça. Et je trouvais ça ultra intéressant parce que là, il y a le point de vue des parents quand on adopte et de l'enfant aussi. Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir un enfant ? Enfin, toi, en tant qu'enfant, quand est-ce que tu considères tes parents comme tes parents ? Et je trouve ça très joli là-dedans parce que ça raconte ça, mine de rien. Parce que Geppetto, c'est pas le père de sang, mais ça devient son père de cœur. Et je trouve ça bien d'explorer ça, quoi. Oui, carrément. Et il y a tous ces fils qui sont là. Alors, les fils, souvent, c'est les fils du pantin. Je vous demandais de façon un peu malicieuse quels étaient les mobiles. Vous m'avez entendu. Mais voilà, c'est pas un pantin. On a, par exemple, dans les contes d'Hoffmann, la poupée Olympia, qui est une poupée qu'on va remonter de façon mécanique et qui chante comme une poupée mécanique. Comment il est, votre Pinocchio à vous, Kleina ? Disons que mon Pinocchio est très insolent, assez libre. Ce que j'ai bien aimé dans l'écriture, c'est que c'est un pantin drôle et en même temps qui peut être très sensible. Et en fait, sa naïveté, elle va autant dans des hauts comme de la joie extrême et sauter dans tous les sens et pleurer et avoir énormément d'empathie pour les autres. Et c'est là où il va, mon pantin. C'est pas vraiment un pantin. On a voulu qu'il soit un pantin comme parfois on a envie, quand on a un enfant, on a envie de l'habiller de telle manière, qu'il fasse telle chose, qu'il devienne, je sais pas, aviateur, tout ça. Mais en fait, non, il n'y a que l'enfant qui choisit où il va et ce qu'il fait. Et c'est joli, ça. Oui, c'est toute cette question de la liberté qui en fait est centrale. Alors c'est un peu vertigineux parce que vous avez certes un conte sur lequel vous vous reposez, mais en même temps vous l'écrivez en 2024, j'imagine 2025. Tout est possible. Ouais, alors alors pour revenir sur le pantin, effectivement vous parlez de liberté, il y a beaucoup de contraintes au départ parce que dans la rencontre qu'elle fait avec Geppetto, justement il incarne un petit peu ce parent surprotecteur qui projette énormément et qui veut absolument
absolument la protéger de tout. Donc il va inscrire en fait une espèce de mécanique sur son corps, il va la contraindre avec des armatures, un peu de la ferraille dont elle va beaucoup parler pendant son récit initiatique. C'est vraiment ça, on l'a beaucoup pensé aussi avec Alex Constantino, le costumier, où on avait vraiment envie de réfléchir à la contrainte du corps, justement. Alors, je pense que de toute époque, mais aujourd'hui, beaucoup, avec aussi, je pense, le poids des réseaux sociaux, de l'image, du regard, on est extrêmement contraint dans les corps. Et donc, c'était plutôt ça qui nous intéressait. Donc, dans le costume, elle va avoir, par exemple, aussi un corset qui la contraint un petit peu, cette mécanique, etc. Et jusqu'à s'en affranchir petit à petit, c'est vraiment ce parcours vers la liberté, effectivement, la liberté du corps, la liberté de s'assumer par soi-même, qui mène la chose. Ouais. Et donc, vous dites, quand elle fait son récit initiatique, la langue. Moi, j'en ai lu quelques extraits. On sent que c'est une langue très proche de nous. Oui, j'avais vraiment envie, en tout cas en l'écrivant, que ça soit extrêmement incarné. Je suis restée assez fidèle au conte de Collodi. Il y avait beaucoup de choix à faire parce que le conte de Collodi, le roman de Collodi, en fait, il y a énormément d'aventures, beaucoup plus que celles que moi j'ai contractées ou que même la version Disney aussi avait fait une version très contractée. Il y a aussi une part que je trouvais très moralisatrice chez Collodi que j'ai un petit peu voulu gommer, mais tout ça pour dire que je suis restée assez fidèle avec le souci néanmoins qu'on donne une langue contemporaine incarnable aujourd'hui à Pinocchio. Mais par ailleurs, dans notre proposition, il y a pas non plus il y a pas de référent ultra contemporain. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de sujets qui résonnent avec tout ce qu'on peut traverser comme obstacle aujourd'hui ou comme questionnement sur la recherche d'identité, de l'affirmation d'identité. Mais il n'y a pas d'accessoires contemporains. On est en fait dans une esthétique même assez pour tout ce qui est costume et décor. On est vraiment empreint du conte de l'enfant. C'est vrai que dans les références, il y a beaucoup de Tim Burton, mais l'écriture sonore apporte un côté un tout petit peu plus étrange, avec une écriture un petit peu plus lynchienne. Mais il n'y a rien, en tout cas dans le visuel, qui fait ultra contemporain au sens propre. Le contemporain, effectivement, est plus dans la langue, et nous, dans notre perception et dans toutes les conversations qu'on mène autour de ces questionnements. Mais voilà. Et dans le travail, comment se passe l'échange, le travail, la manière de s'approprier ce Pinocchio ? Est-ce qu'il y a encore de l'improvisation ? Est-ce qu'il y a des propositions ? Comment vous vous sentez ? Alors vous, peut-être plus là, Klaina, dirigée, accompagnée pour faire éclore ce personnage. En tout cas, dans la direction, Sophie s'adapte pas mal à nous aussi, beaucoup. Notamment, là, on a travaillé il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment sur un passage, vraiment un espèce de monologue où je raconte beaucoup de péripéties qu'a vécu Pinocchio et qu'on ne pouvait pas vraiment complètement exploité pendant 1h15, quoi. Et donc, c'est un condensé de plein d'histoires que Pinocchio a vécues. Et ce qui était assez marrant, c'est que pour essayer de me faire voir les images, il y avait Sophie devant moi qui courait dans tous les sens et qui là, je suis la tempête, et qui faisait des bruits, qui criait, qui me lançait des trucs. Je dis waouh, c'est trop bien. Et après, quand je répète ce texte chez moi, je vois Sophie dans mon salon. Donc c'est assez drôle. Une incarnation en 3 dimensions, quoi. Oui. Et ça, c'est quelque chose aussi des metteurs en scène qui, au plateau, sont comme ça, proches des corps, les essorent d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Oui, alors il faut trouver, je trouve, le bon endroit. Parce que, en fait, je pense que je trouve que c'est la question de la direction, elle est hyper intéressante parce qu'il faut vraiment être à l'écoute, effectivement, de chaque comédien. Parce que peut-être que ça a plu à Klaina, je me le permettrai peut-être pas avec d'autres. En fait, il faut sentir que c'est OK. Parce qu'effectivement, c'est entrer aussi dans le territoire de l'acteur et voilà, moi j'ai envie d'être à ma place. En fait, j'essaie juste de trouver les ressorts pour les aider au mieux. Et effectivement, quand je sens que ça peut bloquer ou qu'on n'ose pas y aller ou c'est parfois effectivement, et c'est ce que j'ai fait avec Klaina, là, je vais vraiment au plateau et j'essaye de... C'est aussi pour lui montrer que OK, on est au même niveau, il n'y a pas de problème, on s'amuse. En fait, on s'amuse. C'est un terrain de jeu, on y va. Si t'acceptes que je vienne sur ton terrain, on y va ensemble et c'est amusant et on essaye de créer ensemble. Si je sens que... Parce que pour certains acteurs, je pense qu'il y a aussi plus de... Et ça sera un autre chemin. Voilà, c'est vrai que là, j'essaye en tout cas d'avoir cette attention-là pour faire en sorte de débloquer les petits blocages qu'il peut y avoir ou en tout cas de les aider à faire grandir, à nourrir...
Voilà. C'est une grande histoire et vous nous l'avez dit, avec beaucoup de choses qui se passent. Il faut donc réduire, ramifier un peu les choses. C'est aussi tout un monde qu'il faut représenter. Donc ça aussi, c'est un autre défi. Vous êtes accompagné pour la scénographie de Philippine Ordinaire qui connaît bien ce studio théâtre et qui connaît bien la troupe du français. Donc il y a l'illusion, la magie... Et il y a un peu le théâtre dans le théâtre, parce que dans ce que vous nous dites, finalement, Geppetto, Pinocchio, est-ce que Pinocchio, c'est pas aussi le théâtre ? Complètement. Et en fait, quand vous lisez l'œuvre de Collodi, on est assez saisi en fait par la théâtralité qu'il y a dans son œuvre. Dans les premières aventures de Pinocchio, il s'aventure dans un théâtre de marionnettes dirigé par le terrible Manchefeu. Mais on est vraiment dans la représentation du théâtre. Il y a une scène que malheureusement j'ai dû couper, très contrainte, mais que j'adorais, qui était une scène de médecin. On était complètement chez Molière. Enfin, je pense que c'est évident qu'il a dû se référer à Molière parce que c'est vraiment farcesque et on est complètement dans l'écriture molièresque. Malheureusement, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Les contraintes du temps. Les contraintes du temps. Voilà, parce qu'il faut imaginer que les comédiens vont ensuite, pour quelques-uns d'entre eux, jouer Salle Richelieu. Donc on ne peut pas non plus faire un spectacle qui s'étire parce qu'il faut qu'à 19h45 max, ils puissent partir pour être à 20h30 sur la scène de Richelieu. Exactement, et manger un sandwich. C'est ça, avant, donc voilà, il y a des repentirs, c'est certain. Mais donc ce théâtre dans le théâtre... Mais en tout cas, il y avait vraiment, effectivement, avec Philippine, dès le début, quand on a initié nos conversations pour commencer à rêver la scénographie, c'était extrêmement clair qu'il fallait jouer avec ça, qu'il fallait qu'il y ait une manipulation à vue aussi, et que le décor puisse justement illustrer cette idée du pantin qu'on voulait moins... Enfin, avec Alex, pour les costumes, on était très au clair sur le fait qu'il fallait pas passer par justement des fils, des ficelles, et qu'on voulait laisser à Kleina un corps contraint mais libre dans son terrain d'expérimentation. Autant avec le décor, on trouvait ça très amusant de le signifier, et c'est pour ça qu'effectivement Philippine a eu cette idée de concevoir un mobile qui évoque à la fois évidemment le mobile de l'enfance, où on s'amuse avec des objets qu'on peut tirer, où on a envie de les attraper, de les capter. Et là, on trouvait ça très beau. Alors ça ressemble presque ça évoque souvent le navire aussi, où en fait c'est manipulé par des guindes. C'est vraiment, il faut pas le dire au théâtre, mais on n'est pas au théâtre là, donc c'est les cordes. On est vraiment dans de l'aspect du cordage qui est très beau, parce que ça évoque à la fois, je trouve, tout le côté créateur de Geppetto, qui est un artisan qui manipule l'outil, même si nous on ne figure rien, en fait on est souvent sur de l'abstraction, de l'évocation, mais tout ce mobile en fait qui est suspendu au décor qui va bientôt être suspendu au décor, enfin au studio théâtre, nous présente en fait des indicateurs de récit qui sont suspendus dès le départ, et c'est ce que découvre le spectateur en arrivant. Et ces indicateurs de récit, c'est un masque de chat, un masque de renard, un abécédaire, c'est en fait tous les éléments qui vont ponctuer le récit des aventures de Pinocchio, et ces éléments vont être manipulés en direct par les comédiens au plateau. Sauf Kleina qui, à la toute fin seulement, qu'elle manipule un des éléments. Mais sinon, c'est beaucoup la fée qui manipule, beaucoup le binôme infernal incarné par Thierry et Elissa, qui incarnent le chat, le renard, mais aussi d'autres personnages que j'appelais au début les troubleurs de conscience de Pinocchio. Mais voilà, donc c'est l'idée d'avoir un décor vivant, évolutif, et effectivement qui fasse aussi beaucoup écho au théâtre, mais aussi au récit, parce que je les barbe beaucoup avec ça. Mais c'est en fait, pour moi, la quête d'identité, c'est aussi réussir à faire récit de sa propre histoire. Et donc, c'est affirmer sa voix. Et je trouve que ça, évidemment, c'est aussi beaucoup de mise en abîme par rapport au théâtre. Et c'est beaucoup ce sur quoi aussi on travaille. Et c'est donc à manier, j'imagine, à la fois cette grande arche et en même temps des moments particuliers, mais ne jamais perdre la grande ligne dans le dessin. Vous avez évoqué les personnages, donc Geppetto, c'est Alain Langlais, Françoise Gillard est Arlequin et la fée, il y a Elissa Aloula, que vous connaissez d'ailleurs, des Cubes, pas et Cubes, qui est à la fois Manchefeu, le chat, un médecin, le juge, peut-être plus un médecin, alors plus un médecin, le mignon et le marchand d'âne. Kleina qui n'est que Pinocchio, et Thierry Godard, le rôdeur, le renard, un médecin, plus un médecin peut-être, et le policier et le maître. Voilà. Ce qu'on entend là, c'est qu'il y a donc des personnages aussi qui jouent
des comédiens qui jouent plusieurs personnages. Donc il y a là-dedans quelque chose qui plaît aussi beaucoup aux jeunes publics, enfin aux adultes aussi, mais aux jeunes publics, ce côté un peu transformiste, ce défi comme ça de se changer en un clin d'œil parce qu'on a peu de temps et beaucoup de monde à nous faire vivre. Tous ces costumes dont vous nous avez un petit peu parlé, je crois que vous les avez aussi trouvés dans le fond de la Comédie Française. Oui, donc on est encore dans une troisième couche du théâtre. Mais qui me plaisait beaucoup, et exactement, c'était aussi raconter l'histoire de cette maison. Je trouve ça, en fait, cette maison, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment travaillé ici la première fois pour Écube. Donc j'ai assisté au travail dans les ateliers de la conception des costumes. C'est d'une telle qualité, et pour avoir travaillé dans pas mal d'autres maisons, même à l'opéra, c'est rare de voir une si grande exigence menée à bien. Et quand on va voir les stocks de costumes de la Comédie Française, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est incroyable, et c'est des récits superposés qui racontent toute l'histoire de la maison, l'histoire du théâtre en général, puisque c'est une maison patrimoniale pour le théâtre. Et donc je trouvais ça absolument génial de se dire, nous on va effectivement raconter notre créature à travers toutes ces autres créatures qui ont existé, tous ces fantômes de créatures, et qu'en même temps, c'est toujours cette quête de trouver sa propre identité à travers l'héritage de toutes ces figures. Et ça amusait énormément aussi Alex Costantino, et je tiens à citer aussi Aurélia qui est à l'Académie et qui a fait un travail absolument merveilleux à nos côtés, qui nous a aidé aussi à défricher tout dans les stocks, et aussi grâce à tous les ateliers costumes. Et vraiment, ils ont tous été absolument formidables pour adapter. Et là où vous avez raison aussi, c'est qu'il s'agit de réutiliser tous les costumes du passé, mais de les rendre hyper vivants, parce qu'effectivement, il y a des changements extrêmement rapides. On passe d'un personnage à un autre pour Thierry et Lisa en quelques secondes. Et donc, il y a aussi dans l'adaptation une praticité à trouver pour faire en sorte, effectivement, que ça soit invisible pour le public, mais que pour nous, effectivement, derrière, en coulisses, effectivement, c'est des changements assez speed. Kleina, est-ce que quand on joue un spectacle, donc je le disais, pour enfants, mais pas que, évidemment, mais est-ce que c'est une manière différente aussi d'être au plateau? Est-ce que dans son expression, dans sa manière de dire, d'incarner, est-ce que on est différent que quand on fait, je sais pas, il y avait l'opéra de Katsu, enfin plein d'autres choses auxquelles vous avez, on a pu vous voir sur le plateau, dans des choses peut-être plus adultes aussi. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on y pense? Oui, bien sûr. Là, je sors de Metterlinck, L'Intruse et les aveugles. Donc là, vraiment, on est dans une autre ambiance. Et de parler à des enfants, il y a toute cette question de comment les captiver, qu'est-ce qui pourrait aussi ça reste un texte intemporel, mais c'est important, vu que c'est des enfants, qui puissent avoir des références, même dans la manière de parler, dans comment on fait les blagues, des références où eux, ils peuvent s'identifier sans forcément être lourds et je sais pas, faire des références par rapport à certains réseaux sociaux, mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui les touche personnellement. Moi, je sais que je trouve ça bien, donc souvent, je regarde des dessins animés, les animés, moi, j'adore les animés, donc je trouve ça trop bien. Et justement, avec ça, je me dis, ok, il y a cet humour-là, il faut peut-être essayer d'y aller dans ça. Parler vite, ça peut être sympa aussi, parce que la nouvelle génération parle très vite aussi, mais en même temps, il faut bien articuler, parce que si on parle trop vite, on va perdre aussi l'autre génération qui n'a pas envie d'entendre articuler trop vite. Donc, il y a tout ça qui se mêle, mais c'est ultra intéressant de faire ça. Et puis aussi, ce qui est bien là dans Pinocchio, c'est que c'est pas juste un spectacle pour les enfants. Et justement, là-dedans, il faut trouver un juste milieu pour que même dans la manière de placer la voix, ce soit pas tout le temps très haut perché tout le temps, que ce soit pas seulement enfantin. Et donc, essayer de trouver tout un parcours pour qu'en fait, les adultes aussi arrivent à s'identifier et à se raconter quelque chose de leur vie passée et aussi de leur vie future, parce que c'est possible aussi dans ce genre d'histoire. Ah ouais, on sent qu'à la fois pour vous, qui êtes au cœur donc de cette créature, à la création ou dans l'incarnation, il y a une épaisseur personnelle, une densité, une émotion particulière. Et on se dit que voilà, un enfant qui arrive au spectacle et qui ressort du spectacle, il ressort lui aussi peut-être chargé d'une autre manière de voir un conte qu'on lui a peut-être raconté il y a peu, etc. On pense pas mal quand même, parce qu'il y a aussi un personnage qui s'appelle Arlequin à la Commedia dell'arte. Parce que moi je me souviens qu'il y avait quand même une fin très 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 sombre. Hein. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est grave? Alors léger, je pourrais pas dire ça complètement.
Et après, pour le côté grave, ça dépend où on met son curseur, mais je pense surtout que ça raconte l'histoire de la vie. Et la vie, c'est pas toujours très joli. Donc forcément, ça passe par des hauts et des bas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de toujours essayer de voir la lumière dans la vie. Et je trouve que c'est surtout ça qu'on a essayé de mettre en valeur, malgré tout le côté sombre, l'univers sombre, parce que avec toute l'atmosphère sonore qu'on a mis, il y a vraiment quelque chose d'assez dur qui se détache de ça. À la fin, il y a quand même, l'idée, en tout cas, on espère que les gens vont quand même sortir joyeux. Ouais, je crois que c'est le chemin. Enfin, c'est pas, je crois, c'est vraiment le chemin vers lequel j'avais envie de diriger la chose. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de diriger ça vers on termine vraiment en lumière pour le coup, au sens très propre. Et c'était vraiment un chemin d'amour. Et comme l'a dit très joliment Klaina, c'est choisir son parent par le cœur et non pas par le sang. Et c'est vraiment ça que ça raconte. Mais votre question, elle est hyper intéressante parce que moi, justement, je suis en plein dedans là sur l'adresse. Est-ce que je deviens trop sombre? Est-ce que je deviens trop grave? Est-ce que voilà. On n'en a pas parlé, mais l'écriture sonore, oui. que développe Madame Miniature avec Samuel Robineau aussi, qui est à l'Académie. Ils font un travail absolument exceptionnel au son. Apporte beaucoup d'étrangeté. Et en fait, je les ai beaucoup poussés vers ça parce qu'au tout début du travail, quand on a commencé à construire, on s'est amusé, je crois, on a beaucoup rigolé. Et puis tout d'un coup, j'ai trouvé ça un peu trop gentil. Et j'avais effectivement envie de donner un petit peu d'épaisseur, de perspective, parce que c'est pas que gentil. C'est ça le côté Tim Burton. Oui, alors le côté Tim Burton, il vient aussi pas mal des costumes, mais effectivement, je disais de Lynch tout à l'heure, il y a un petit... Madame Miniature et Samuel ont tendance à... Ils voudraient aller... Quand je leur ai dit Lynch, ils étaient hyper contents, donc là, ils ont été à plein les curseurs. Je pense que c'est rééquilibré un tout petit peu, parce que je veux pas du tout que ça devienne terrorisant. Je crois pas que ce le soit. Non. Mais ceci étant dit, il y a quelque chose de l'ordre du terrorisant dans le conte aussi, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Ah, Pinocchio, c'est un souvenir effroyable dans ma jeunesse, ça m'a traumatisé. Oui, mais comme Bambi, Dumbo, il y a une tristesse terrible. Il y a des choses très graves et très dures dans ces contes, mais c'est pour ça qu'ils sont merveilleux, en fait. C'est pour ça que, comme vous le disiez, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un spectacle tout public. Ça résonne beaucoup, beaucoup aussi aux adultes qui gardons une part d'enfance en nous, et puis parce que ça traverse des questions qui nous restent, qui nous accompagnent tout au long d'une vie, en fait. Donc voilà, donc j'espère que, en tout cas pour répondre à votre question, comme le dit Klaina, je crois qu'on va vers un chemin de lumière et que c'est plutôt... Il y a des moments joyeux, il y a des moments plus légers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embûches et que ces embûches, on les considère aussi... c'est des moments un peu graves. Il y a un moment où Klaina, comme Pinocchio, est dans une prison. Moi, c'est un moment où elle me touche énormément. Je trouve ça très bouleversant. Mais et en même temps, c'est un grand moment d'amour puisque c'est le moment où elle réalise qu'elle aime vraiment son papa, que sa fille est une personne indispensable à sa vie. Donc c'est aussi des moments d'émotion qui j'espère existent dans le spectacle. Ouais, la question du choix, voilà, la liberté avec un grand L. Un grand merci à toutes les deux d'être venues nous partager ce beau Pinocchio créature qui nous fait très envie et qui est donc à découvrir au Studio Théâtre à partir du 22 mai jusqu'au 29 juin. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalmagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.